Bonjour à tous, bienvenue sur ce Morning Tech pour cette fin juin, donc qui sera le dernier Morning Tech pour cette première moitié d'année. On reprendra très certainement donc à la rentrée après que chacun ait les esprits reposés par les différents congés que je vous souhaite en tout cas. On va se laisser encore 2 petites minutes, le temps de laisser à chacun le temps de se connecter. Bon, dans tous les cas, hein, comme d'habitude, la session sera enregistrée, enfin est enregistrée, et elle sera mise à disposition dans la liste des replays euh, dont vous aurez, euh, dont vous aurez le lien sur le dernier slide. Si jamais il y a besoin, on peut aussi vous l'envoyer. Ça permet de reprendre les dernières sessions, enfin toutes les sessions qui ont été menées depuis maintenant 1 an et demi sur des sujets variés, sur la quasi-totalité du portfolio Beyond Trust. Et du coup, aujourd'hui, bah, on adresse justement un sujet qui a encore jamais été traité parce que qui est tout frais, tout neuf, qui est sur la partie assessment, donc validation, audit, test des risques identitaires. Et on va encore se laisser donc quelques minutes, comme je le disais préalablement. Allez, encore une petite minute, on démarrera à 33. Je sais pas pourquoi 33, mais ça me semble un chiffre intéressant. Allez, il est l'heure, même l'heure passée. On va pouvoir démarrer du coup cette session de Morning Tech, comme je le disais il y a quelques minutes, donc qui sera la dernière de ce premier semestre de 2025, sachant qu'on avait commencé donc l'année dernière avec ce qu'on appelait les Tech Talks. On a enchaîné cette année avec les Morning Tech, différentes sessions, différents contenus sur l'ensemble du portfolio que vous pouvez voir et revoir sur une playlist YouTube où vous aurez l'intégralité des replays qui sont donnés. Donc sur des sessions de 30 à 40 minutes globalement et qui traitent de sujets bien spécifiques en termes de bonnes pratiques, de configuration, des nouveautés aussi parfois sur les différents produits. Et aujourd'hui, justement, dans les nouveautés, bah, le sujet du jour, c'est je ne vais pas appeler ça un produit, en tout cas la proposition de valeur qui est faite par Beyond Trust sur Identity Security Risk Assessment, qu'on appellera ISRA pour aller plus vite. Dans ce titre-là, il y a un petit peu tous les mots-clés hein, sur lesquels on va chercher à répondre au cours de la session et de ce module. Donc, c'est-à-dire que c'est un test, une validation, un audit des risques identitaires de sécurité qui peuvent exister dans les différentes infrastructures. Et donc on va voir à quoi ça correspond et on va voir pourquoi Beyond Trust bah, a mis à disposition cet élément-là de manière récente. Donc pourquoi il sera aujourd'hui et pourquoi ce module-là a été mis à disposition par Beyond Trust? Bah, l'idée, c'est d'avoir une visibilité complète justement des identités et des privilèges au travers de l'ensemble de l'infrastructure et des systèmes connectés que vous pouvez utiliser dans vos infras au niveau des différents annuaires, typiquement, au niveau des différentes solutions qui hébergent des identités, qui hébergent des comptes, et sur ces comptes sur lesquels sont positionnés des permissions, des privilèges, et qui viennent bah, finalement se croiser les uns les autres et donner finalement ce qu'on va appeler le path to privilege, c'est-à-dire le chemin vers les privilèges, c'est qu'in fine, quand dans cette chaîne globale, il y a une compromission qui peut être opérée,
bah, c'est comprendre quels vont en être les enjeux potentiels ensuite, c'est-à-dire les risques qui sont liés à tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très complexe, hein, dans une infrastructure euh, à identifier parce qu'on a une vue silotée, on a une vue vraiment par pilier. Je vois les droits, je vois les permissions qui sont mises dans mon Active Directory. Il y a d'ailleurs des produits pour ça. Euh, je vois les droits plus ou moins dans mes solutions cloud, même si ça devient très complexe à ce niveau-là. J'ai d'autres produits encore, même pour mes développeurs. Je pense à GitHub par exemple, où j'ai beaucoup de permissions sur les repositories pour lesquels j'ai pas de gestion réelle. Et donc l'idée, c'est vraiment de fournir une vue holistique de ces différents niveaux de privilèges, de permissions qui sont adressés dans ces différents chemins. Et donc découvrir, hein, parce que c'est in fine l'objectif, c'est découvrir les chemins invisibles, en tout cas invisibles à l'œil nu ou invisibles à l'humain comme ça, mais qu'une solution justement comme ISRA, comme Identity Security, sera capable de mettre en lumière, d'allumer ces chemins pour vous offrir et vous proposer ensuite justement des recommandations euh, directement exploitables, directement mis en œuvre dans le produit, dans le module pour améliorer votre hygiène de compte, vos chemins tout privilège, le moindre privilège, les notions de zéro trust, etc. Tous les mots-clés qu'on retrouve aujourd'hui autour de la gestion de sécurité. Euh, Il y a un point qui est essentiel dans ISRA, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est vraiment une évaluation des risques identitaires qui va se faire sur un très court format, hein. L'objectif, c'est pas de vous consommer beaucoup de temps, ni à vous, ni alors que vous soyez client ou partenaire. Finalement, cette information, elle est très importante. Premièrement, donc je disais, c'est sans coût pour le partenaire, bien sûr, sans coût pour le client aussi, et sans obligation d'achat non plus a posteriori. Et ça va se faire sur un format très court. Donc globalement, on parle de 24-48 heures pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est hyper simple à mettre en place, à déployer. Il y a très peu d'éléments en termes de prérequis et j'y reviendrai ensuite. La deuxième, c'est parce que ça va vous fournir des rapports qui sont pas là pour répondre, pouvoir agir sur votre infrastructure tout de suite, mais pour vous justement pour vous mettre en lumière un certain nombre de risques qui peuvent exister et vous faire comprendre les enjeux et vous prioriser aussi les actions de remédiation que vous pouvez mettre en place derrière pour répondre à ces enjeux sécuritaires. Et donc voilà, ça va vous offrir vraiment un panel de visibilité sur les comptes à privilèges, sur les comptes qui ont une mauvaise hygiène, sur les comptes qui sont existants on-premise, dans le cloud, au travers d'applications et qui possèdent potentiellement des risques de latéralité de déplacement basés sur ces niveaux de permission. Donc c'est vraiment les deux points essentiels, la rapidité de l'évaluation. On n'est pas voilà, sur un apprentissage qui va prendre des mois. En 24-48 heures, vous avez l'ensemble des données disponibles de ISRA qui vous seront mis à disposition et tout ça de manière gratuite. Alors du coup, comment ça fonctionne et quels sont les rapports qu'on peut attendre ou la visibilité qu'on peut attendre en tout cas de ce module-là de Identity Security Risk Assessment? Donc en termes de prérequis, je vous le disais, on va fonctionner sur des choses très simples. L'objectif de ISRA, c'est de travailler avec deux connecteurs. On en reparlera ensuite de ces fameux connecteurs, mais bien évidemment, il faut aller lire des informations dans des endroits. Et l'idéal pour que ISRA soit pertinent dans votre infrastructure ou dans celle de vos clients, c'est d'avoir deux connecteurs, un on-prem, un cloud. Et idéalement, et alors je vais dire idéalement parce que les rapports sont plutôt tournés dans cet axe-là, mais ce n'est pas une obligation. Mais en même temps, ça tombe bien parce que c'est quand même dans 95% des cas ce que les clients ont, c'est-à-dire un AD local et un Entra ID. Les rapports sont très tournés justement sur le monde Microsoft parce qu'on sait que c'est le monde de la gestion d'identité qui est la plus prégnante chez les clients. La quasi-totalité des clients aujourd'hui possèdent encore un Active Directory. Est-ce que ce sera encore le cas dans 5 ans, 10 ans? Je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a encore un Active Directory. Il y a surtout des choses dedans qui traînent depuis des années et donc des risques qui peuvent exister à l'intérieur de cet Active Directory, sachant que c'est quand même l'élément central et c'est quand même l'élément qui est le plus attaqué aujourd'hui dans les différentes compromissions. Le deuxième, c'est Entra ID, qui est une extension du premier pour la plupart des clients. Pareil, hein, on retrouve beaucoup de synchronisation de comptes d'un côté ou de l'autre pour traiter différents cas d'usage. Sauf que Entra ID vient avec tout un panel plus ou moins masqué à l'intérieur, derrière de comptes, de ce qu'on va appeler des services principals, donc des services qui agissent avec des permissions au sein du cloud, mais qui sont clairement invisibles à l'œil humain dans cette infrastructure.
Donc idéalement, c'est deux connecteurs-là, deux connecteurs qui vont être installés ou configurés en mode lecture seule. Donc on ne modifiera rien sur votre infrastructure, on ne va pas en avoir besoin. L'idée, c'est de collecter de la donnée. Ok. Collecter de la donnée au niveau d'Entra ID, ça va se faire au travers simplement de création justement d'une application qui va avoir les différentes permissions donc de lisibilité de la configuration d'Entra ID. Et pour avoir une lisibilité maximale, bah, ce qui est recommandé, c'est d'avoir des licences E3 ou Business Premium ou encore Entra ID P1. Parce qu'en fait, ces modules-là, donc ces trois niveaux de licence-là, apportent justement certains accès, certains, certaines fonctionnalités bah, qui vont nous permettre aussi justement de mettre en exergue ces différents risques identitaires. Alors, c'est pas une absolue obligation, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de licence E3, si vous n'avez pas de licence Business Premium ou si vous n'avez pas de licence P1, le connecteur il va fonctionner. Ok. Mais par contre, il vous donnera pas une vue complète des capacités qu'il possède intrinsèquement. C'est la première information. La deuxième information, c'est pour l'AD locale. L'AD locale, on a un connecteur bah, qui logiquement s'installe localement lui aussi, hein. Donc c'est un petit morceau de logiciel qui va venir auditer votre Active Directory, toujours en lecture seule, et qui va remonter ces informations auprès du module ISRA pour pouvoir ensuite les compiler en gros et faire du croisement d'informations. Pareil, donc je le disais, c'est de la lecture seule. On va avoir besoin d'un compte de service pour aller travailler dans l'Active Directory. Et ce compte de service, c'est pareil, vous allez avoir deux possibilités. Le cas idéal, encore une fois pour nous, et pour vous aussi en termes de visibilité, c'est d'avoir des permissions élevées. Alors vous allez me dire, c'est bizarre de mettre des permissions élevées alors que justement on est là pour identifier les risques identitaires, les risques de permission. Oui, faut garder à l'esprit que c'est une notion temporaire encore une fois. Et en fait, pourquoi on a besoin de ces privilèges élevés? C'est surtout ça qui est le plus important, la justification. Cette justification, elle est qu'on a des modules typiquement de audit de password pour vérifier justement s'il y a eu des compromissions de certains de vos comptes dans l'Active Directory, pour identifier si vous avez des mots de passe à vide. Ce genre d'élément, en fait, c'est de la comparaison de hash. Et la comparaison de hash, bah, ça ne se fait pas avec des permissions basses. Donc, pour des fonctionnalités de password auditing, qui fait partie du connecteur AD, vous avez besoin en effet de privilèges avancés pour votre compte de service qui sera utilisé. Si vous ne voulez pas les donner, encore une fois, le produit va quand même fonctionner. C'est simplement que ce module de password auditing ne sera pas utilisable, ne sera pas utilisé. Donc, vous n'aurez pas de données liées à ces informations-là dans vos différents dashboards, dans vos différents rapports qui seront générés par ISRA. Petite info aussi quand même, c'est que si jamais vous avez des clients ou si vous êtes vous-même client de Password Safe on-premise, sachez que le connecteur qui sert à faire la partie audit AD, bah, ce connecteur-là, il a aussi la possibilité de se connecter à un Password Safe on-premise pour faire en plus de l'auditing de Password Safe. Donc, les privilèges qu'il y a dans Password Safe, les comptes qui sont onboardés ou pas onboardés, ce qui est très intéressant, hein, parce que pareil, croiser les informations entre un Password Safe et un AD, ça va vous montrer les comptes qui sont protégés par le coffre-fort, l'hygiène de compte qui tourne autour de ça. Ça va vous permettre vraiment de voir en gros les zones d'ombre qui restent encore dans votre AD. Et ça va apporter de la valeur, encore une fois, de manière bilatérale sur les deux produits. Donc voilà, il y a quelques contraintes, je dirais, mais ces contraintes, elles sont facultatives. Elles vont vous permettre, si vous les acceptez ou si vous avez le bon niveau de licence, bah, d'avoir vraiment une visibilité complète à travers de ce module-là. Si vous les acceptez pas ou si vous n'avez pas les licences, vous pourrez quand même avoir des données, vous pourrez quand même avoir des informations intéressantes, mais bah, voilà, il y a quelques éléments qui n'auront pas pu être audités en l'état. En termes de visibilité, justement, bah, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du module Identity Security Risk Assessment? Bah, c'est des rapports, c'est des dashboards qui vont, un dashboard hein, globalement qui va s'orienter sur cinq sous-parties pour vous apporter une visibilité des comptes internes, des comptes externes, hein, je pense aux comptes dans Entra typiquement, les comptes invités. Je pense aux comptes non humains, pareil dans Entra. Là, si vous regardez le petit graphique qui présente 75% de comptes non humains, ça paraît énorme.
Mais c'est pourtant la réalité dans la quasi-totalité des infrastructures. Parce qu'en fait, justement, quand je vous disais qu'il y a des zones d'ombre dans Entra, cette zone d'ombre, elle est représentée ici. On a énormément de comptes applicatifs de ce qu'on appelle les service principals qui sont utilisés de manière sous-jacente dans Entra. Parfois, pas tout le temps, mais parfois avec des niveaux de privilèges, hein. Donc le nombre est peu important finalement, 75% ça peut paraître énorme, mais si derrière ils n'ont pas de privilèges, le risque est moindre. Par contre, c'est ceux qui ont des privilèges qui vont nous intéresser et ça, on pourra le tracer aussi. Les comptes dormants, les comptes désactivés, on va pouvoir aussi identifier ce qu'on va appeler nous le trou privilège. C'est une terminologie ou un vocabulaire Beyond Trust en tant que tel. Le trou privilège, c'est qu'on a ce qu'on va appeler des privilèges directs et des privilèges réels. Le privilège direct, c'est une permission que j'ai posée spécifiquement, unitairement, de manière manuelle, on va dire, sur un compte. Et donc, il possède de manière directe le privilège que je lui ai associé. Maintenant, aujourd'hui, avec la latéralité justement des comptes, hein, on en retrouve, je le disais, ne serait-ce qu'avec les deux connecteurs dont j'ai parlé dans la délocale et dans Entra, ben, on retrouve finalement des chemins intermédiaires qui vont faire qu'un compte AD, par exemple, sans privilège excessif, mais malgré tout avec peut-être un privilège sur une application particulière parce qu'il utilise son compte pour se connecter sur cette application, bah, finalement, je vais pouvoir m'apercevoir avec la notion de trou privilège que le chemin de ce compte, si ce compte-là se fait compromettre, si ce compte-là se fait usurper, bah, in fine, par des petits rebonds anodins, je dirais, latéraux, bah, il y a un autre privilège qui va pouvoir être obtenu in fine. Et donc, c'est cette notion de trou privilège qui va être très intéressant à visualiser. Et je reparlerai un peu plus tard aussi pour pouvoir fournir bah, une vision globale du chemin des privilèges, c'est-à-dire de se dire, OK, j'ai un compte, j'ai ce compte qui vient d'être compromis, je le sais, j'ai identifié une compromission. Bah, montre-moi maintenant potentiellement comment cette compromission quels objets elle va pouvoir toucher derrière et quelles sont les portes que je dois fermer, que je dois verrouiller, que je dois auditer en réaction à cette compromission. Alors bien sûr, on espère pouvoir le faire avant que le compte soit compromis et ça nous donnera justement ce chemin préalablement. Mais c'est vrai que ce sera encore plus intéressant et efficace, je dirais, quand on est en mode remédiation. La répartition des comptes aussi, c'est quelque chose qui est souvent assez intéressant. Donc là, on voit en bas, ils ont mis tout un tas de connecteurs. C'est pour ça qu'on a Entra ID, Active Directory, AWS, tous les produits Beyond Trust aussi sont interconnectables avec Isra. Donc la base, c'est deux connecteurs, mais bien sûr, si vous voulez en mettre plus, on sera capable d'en mettre plus pour avoir une visibilité plus large. D'autres informations encore pour identifier et prioriser surtout nos actions. Quelles sont, parmi justement les zones qui possèdent des comptes, quels sont les éléments sur lesquels je dois me concentrer, là où il y a le plus de risques. Donc c'est aussi de la priorisation parce que quand on vient multiplier les applications, les annuaires, les comptes, etc., bah, finalement, on va peut-être sécuriser des éléments qui, in fine, sont très très peu altérables ou qui peuvent subir une compromission alors que d'autres sont beaucoup plus ouverts. Donc ça va être aussi des notions de priorisation qui vont être fournies euh, pour, euh, pour améliorer sa sécurité de compte. On voit sur la partie basse hein, justement les passwords compromis, les passwords dupliqués, les passwords à blanc. Donc ça, c'est le fameux module dont je vous parlais de password auditing qui nécessite des privilèges élevés pour pouvoir récupérer les hashes et pour pouvoir les comparer avec des bases de compromission que Beyond Trust fournit, enfin utilise tout du moins. Donc ces chiffres-là sont aussi très intéressants. Des fois, on n'en a pas forcément la visibilité. Il est complexe d'identifier unitairement chacun des comptes. Là, l'idée, c'est que lui, il va le faire en transparence de manière globale. Et donc, on va pouvoir sortir comme ça des informations et se concentrer sur bah, les comptes qui sont potentiellement ou qui ont été compromis par le passé, les comptes qui ont des mots de passe en double, les comptes qui n'ont pas de mot de passe, les comptes qui n'expirent jamais. Voilà, tous ces éléments-là qui concernent l'hygiène de compte euh, globalement. La position aussi d'exposition au risque. Donc pareil, quand je parlais de priorisation, c'est là-dessus aussi que ça va nous permettre de gérer l'exposition au risque basée sur les détections qui ont pu être menées. Donc les détections dans le produit, c'est
des patterns, hein, des patterns de détection, un peu comme le ferait aujourd'hui votre DR pour la partie endpoint. Il y a des patterns de détection sur des comportements à risque. On est exactement sur le même type de schéma. Les comportements à risque, ils existent sur des applications et que votre DR détecte. Les comportements à risque, ils existent aussi au niveau des identités et des mouvements de ces identités. Et donc, c'est ce vers quoi nous, on va avoir ces fameuses patterns de détection pour visualiser, détecter des choses qui seraient à risque dans votre infrastructure. Et puis, bah, forcément, si on a détecté des risques, bah, on va aussi vous proposer des recommandations basées sur ces risques. Et donc, pour vous dire, bah voilà, là, j'ai identifié que, je sais pas, par exemple, le module de certificat Microsoft, qui est une très forte source de risque, hein, pour rappel, on peut s'authentifier de plusieurs manières dans un Active Directory. La manière la plus simple, c'est un login et un mot de passe. C'est souvent d'ailleurs ce que va chercher à usurper un attaquant. Pour autant, on peut aussi s'authentifier par certificat. Et c'est aussi ce qu'ont très très bien compris les attaquants, c'est-à-dire que des fois, on n'a pas besoin de voler un mot de passe pour pouvoir s'authentifier en tant qu'un utilisateur. Si on a justement une autorité de certification Microsoft, cette autorité, elle a tout un tas de vulnérabilités ou tout un tas de configurations qui, si elles ne sont pas appliquées, vont permettre la génération de certificats de manière quasiment libre et automatique. Ça aussi, on va l'auditer. Ça aussi, on va vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité sur votre autorité de certification et on va vous faire des recommandations sur le fait de dire, bah, attention, cette configuration n'est pas faite, cette sécurisation n'est pas faite, cette vulnérabilité existe et donc on va pouvoir vous faire des recommandations sur le fait de bloquer ou de configurer de manière optimale vos outils de certificat au sein de Microsoft. Et enfin, d'autres éléments. Donc déjà, on le voit, l'ensemble des rapports sont téléchargeables au format PDF, donc ça vous permet d'en garder une trace, parce que je parlais de ISRA, qui était un module qui durait 24-48 heures de manière en mode évaluation et totalement gratuite, encore une fois. 24-48 heures, s'il faut que je retienne tous les chiffres et toutes les informations, ça peut être court. Donc l'idée aussi des rapports, c'est vous partez pas sans rien. Vous avez fini votre assessment, vous partez avec un rapport complet que vous pouvez montrer à votre responsable, à votre client justement, hein, si vous êtes le partenaire et que vous avez réalisé l'audit pour votre client, lui montrer et lui tracer, bah voilà, il y a ces risques-là, qu'est-ce qu'on en fait? Euh, Quelles sont les mécaniques, les réponses que vous êtes capable d'apporter. Et là, typiquement, principalement, je m'adresse aux partenaires, mais c'est là aussi votre valeur ajoutée derrière, hein, c'est-à-dire cette capacité que vous aurez à traiter cette donnée et à dire, bah voilà, on a identifié ces risques-là. Moi, je peux vous proposer du service, parce qu'il y a des choses, c'est de la configuration, donc il n'y a pas besoin de produits pour répondre à ça. On va faire des configurations, on va suivre les recommandations Microsoft et autres sur la sécurisation des comptes. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qui peuvent être répondus par des produits de sécurité spécifiques. Bien évidemment, si Beyond Trust propose ce module, c'est aussi pour justement mettre en lumière un certain nombre de problèmes et être capable de dire, bah voilà, ce problème, tu peux y répondre au travers de tel brique produit ou tu peux y répondre en utilisant un coffre-fort, un bastion d'administration, de la gestion de moindres privilèges, etc. Donc on va vraiment pas vous laisser partir sans rien, vous aurez ce rapport qui vous sera fourni. Vous retrouvez en bas l'URL pour demander votre assessment. Donc c'est directement disponible sur le site de Beyond Trust. Encore une fois, c'est gratuit, c'est sans engagement, ça va vous consommer peu de temps, 24 à 48 heures pour pouvoir avoir des informations tout de suite intéressantes et à forte valeur ajoutée. Donc ça va être vraiment un point essentiel. Avant d'aller sur la suite, je voulais aller un petit peu plus loin quand même sur les rapports qui vous sont fournis. Donc pour ça, j'ai des modèles de rapports qui ont été définis. Donc les rapports, et je peux quand même vous le montrer aussi d'un point de vue. Alors il n'y aura pas beaucoup de données, mais je vais connecter sur mon infrastructure de lab. Comme je vous disais, il n'y aura pas beaucoup de données parce que c'est du lab, et donc pas beaucoup de comptes et pas beaucoup d'éléments factuels, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre en termes d'ergonomie, ce qu'on peut en attendre et quels sont les éléments qu'il va falloir configurer. Donc, ce qui est fourni en termes d'assessment, c'est ça, hein, c'est une plateforme cloud qui s'appelle Identity Security Insight, qui peut être encapsulée dans la plateforme Beyond Trust Global qui s'appelle Pathfinder. Et donc, quand on vient
mettre en place le module ISRA gratuitement, l'évaluation ISRA pour un client, en fait, on va avoir à réaliser deux choses, à minima deux choses, on va dire, dans la configuration, qui vont aller très sincèrement vite, hein. En règle générale, le déploiement des connecteurs, c'est en une demi-heure, en trois quarts d'heure maximum, c'est réalisé. Vous voyez que dans mon déploiement, j'ai deux connecteurs qui sont déployés. J'ai un connecteur Entra ID et j'ai un connecteur AD. En l'occurrence, comme dans mon lab, j'ai aussi du password safe. J'ai en plus mis la partie password safe qui est déployée. Vous apercevez que les statuts sont bons. Vous apercevez qu'il y a aussi des actions required ici qui sont déclarés. Bah oui, comme je vous l'ai dit, il y a des niveaux de permission ou des niveaux de licence pour avoir vraiment tous les objets, l'utilité de la chose. Nous, en l'occurrence, sur la partie Entra ID, on n'a pas de licence qui coûte très cher. On a vraiment du très basique. Donc typiquement, on n'a pas d'Entra ID P1, on n'a pas de 3, on n'est pas en business premium. Donc du coup, on a vraiment la licence de base. Et dans cette licence de base, c'est pour ça qu'on a cette action required ici. Il nous indique qu'il y a des choses qu'il ne va pas être capable de faire. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'en fait, il y a des gestions de groupes qui ne sont apportées pour les groupes euh, identitaires, qui ne sont apportées que dans ces fameuses licences plus, on va dire. Comme on les a pas, il nous dit bah voilà, il n'y a pas assez de privilèges. Alors c'est pas tout à fait des privilèges parce que l'application qui est utilisée derrière, elle a les bons privilèges. C'est simplement que derrière, c'est au niveau d'Entra ID qu'on n'a pas les privilèges parce que les modules sont pas disponibles. Et donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne sera pas capable d'auditer. Okay, donc il vous le dit, c'est pas bloquant encore une fois pour obtenir de l'information dans cette donnée-là. Ces connecteurs, donc je le disais, deux connecteurs pour avoir vraiment le module Risk Assessment qui sera valorisant. Mais des connecteurs, il y en a d'autres, hein. Il y en a tout un tas d'autres qui sont disponibles et que vous pouvez tout à fait utiliser aussi. Alors sur 24-48 heures, ce sera peut-être un peu limité et dans ces cas-là, on pourra passer sur une vraie évaluation du produit Identity Security Insight. Mais globalement, voilà, il y a quand même d'autres modules. Si vous n'avez pas d'Entra ID, mais vous avez que de l'Octa, ben, on ne va pas vous demander de connecter un Entra ID, bien évidemment. Donc, si vous êtes en AD local plus un Octa, eh bien, on fera de l'AD et de l'Octa sans aucun problème. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne hein, sur le déploiement, tout est fourni dans la notion de connecteur. Donc, vous avez les différents prérequis qui peuvent être nécessaires sur le tenant, ici en l'occurrence. Vous allez choisir une méthode de déploiement, soit local PowerShell, soit directement dans le cloud PowerShell. Et globalement, ce qu'il vous fait ici, c'est qu'il vous sort le script PowerShell pour aller créer ce fameux connecteur. Okay, donc c'est une application qui va s'appeler BTSP Connector avec tout un tas d'éléments et de variables qui sont situés derrière. C'est à peu près tout ce qui va vous être nécessaire, c'est d'exécuter cet élément-là pour vous connecter à de l'Entra ID. Si je prends l'Active Directory maintenant, donc c'est ce qu'on appelle le Inside Collector, hein, c'est notre connecteur on-prem. Ce connecteur, c'est pareil, vous allez pouvoir donc avoir les deux modules, je vous disais, qui sont embarqués, l'AD et la partie password safe éventuellement. Et en fait, ce connecteur, bah, c'est un binaire. Un binaire que vous venez télécharger et un binaire que vous installerez, et c'est tout. Et il y a une clé d'authentification qui vous est demandée pour bien s'enregistrer dans le tenant, et c'est tout. Donc l'installation du connecteur on-prem, c'est pareil, c'est 10 minutes, c'est un quart d'heure pour pouvoir récupérer le connecteur, l'installer donc avec un compte de service qui aura les permissions que vous aurez bien souhaité lui donner. Et ça, vous allez le laisser tourner pendant grosso modo 24 heures, on va dire, histoire qu'il vienne collecter les informations. Et vous obtiendrez ensuite des notions de dashboard, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, la partie risk assessment. Et donc, dans ce risk assessment, bah, vous allez avoir l'ensemble des données qui vont être compilées et qui vont vous être fournies dans ce fameux dashboard. Et comme je le disais, qui est construit sur 5 onglets qui viennent reprendre les différents intérêts ou les différents niveaux d'information que vous pourriez souhaiter voir. Donc, je vais basculer ici sur les rapports parce qu'ils seront un petit peu plus intéressants que ma propre donnée à moi, mais globalement, c'est les mêmes 5. Donc, j'ai 5 rapports ici qui sont les 5 onglets que vous avez pu voir. Donc, la partie overview qui va vous donner en fait des métriques un petit peu générales sur le nombre de comptes que vous avez, le nombre de comptes humains, non humains, les comptes dormants, les comptes désactivés. Vous allez retrouver cette notion de trou privilège, donc les accès basés par des mouvements. Vous allez pouvoir retrouver la répartition de vos comptes dans les différents connecteurs qu'on a pu utiliser et installer. Donc un simple résumé des connecteurs et des comptes qu'on a pu identifier.
Au niveau des privilèges eux-mêmes, donc on va justement ici regrouper les notions, je vous le disais, de direct privilège ou de true privilège. Donc ce qui va être intéressant, c'est la comparaison des chiffres entre les deux. Les directs privilèges, alors bien sûr, il faut en avoir assez peu, hein, ça veut dire, si j'en ai beaucoup, ça veut dire que j'ai donné beaucoup de privilèges directement et nommément à mes utilisateurs, ce qui n'est pas une bonne chose. Quand on parle de moindre privilège ou de zéro trust, plus le chiffre sera bas, meilleur vous serez. Ça semble évident. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est le distinguo entre le direct privilège et le true privilège. C'est-à-dire que si les métriques varient, ça veut dire que vous avez des comptes qui peut-être n'ont pas de privilège direct, donc qui ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre-là, mais qui, par des rebonds successifs en termes de permission, vont pouvoir obtenir des privilèges. Appelez-nous le true privilège. Donc, si vous avez typiquement des métriques qui sont différentes entre la ligne du haut et la ligne du bas, c'est ici qu'il va falloir commencer à vérifier ce qui se passe derrière et ce qui peut être usurpé et compromis dans votre infrastructure. Pareil, la répartition justement de ces privilèges au niveau des différents connecteurs que vous auriez pu mettre en place. La notion risque et hygiène, le troisième onglet qui est disponible, très intéressant. Encore une fois, la plupart de ces données-là sont basées sur le module auditing. Je dis bien la plupart, pas toutes, mais voilà. Donc avec les privilèges élevés en termes de compte de service. Mais vous allez retrouver typiquement si vous avez des mots de passe qui ont été compromis. Donc il y a une comparaison avec des bases de compromission de mots de passe qui sont réalisées pour, bien sûr, on n'extrait pas vos mots de passe, hein, on ne les connaît pas. On travaille sur les hash, comme je le disais. Mais ça va nous permettre d'identifier des risques justement sur certaines identités, sur certains mots de passe qui sont utilisés dans vos infrastructures, tout comme le fait que le MFA n'est peut-être pas activé pour un certain nombre de populations. Donc tout ça, aussi bien pour des utilisateurs à privilège que pour finalement tout à chacun dans votre infrastructure. Pareil, quand on parle de privilèges, hein, souvenez-vous, dans les bonnes pratiques, les comptes à privilèges dans un AD, ils doivent être normalement dans le groupe Protected User, ce qui permet de verrouiller un certain nombre d'actions dans un domaine. D'identifier ce nombre-là, ça peut être intéressant aussi de ah bah on n'a pas bien fait notre travail, ou en tout cas il y a des comptes qui sont pas dedans, est-ce que c'est normal, pas normal, on pourra l'identifier. Les personal email, très compliqué à visualiser, très compliqué parce qu'il faudrait que je regarde sur chacun des utilisateurs. Ici, on va centraliser cette information-là. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Eh ben, c'est dangereux parce que si mon mot de passe, si mon compte personnel, mon email personnel est compromis, et là pour le coup, c'est ma responsabilité, c'est pas celle de mon entreprise. Mon mot de passe de mon compte Gmail, j'ai mis Toto 1, 2, 3, 4. Forcément, il a été compromis. Et donc, si j'ai capacité à utiliser cet email personnel pour faire un reset password, de dire j'ai oublié mon mot de passe et je peux utiliser la méthode d'email personnel pour récupérer ce mot de passe que soi-disant j'ai oublié, il suffit que mon email personnel ait été compromis pour que mon mot de passe professionnel le devienne aussi. Donc ça, c'est un risque énorme qui est aujourd'hui très peu vu dans les entreprises aujourd'hui. De la même manière que l'email forwarding. Des règles de forwarding qui sont mises en place de manière dormante parce qu'il y a eu une compromission à un moment, mais il n'y a eu aucune altération ou modification ou chiffrement ou quoi que ce soit au niveau du compte. Simplement, le compte a été compromis à un instant T. Et simplement, ce que l'attaquant a fait, c'est de créer une règle de forwarding pour que lui puisse recevoir l'intégralité des emails. Ça fait quoi? Ça fait un, de la fuite de données, et deux, ça fait que justement, je peux à tout moment demander un reset password et le recevoir parce que je vais avoir l'email qui va m'être envoyé. Donc, il faut faire attention, énormément attention à ça, sauf que c'est des règles qu'on a du mal à auditer parce que c'est des règles qu'il faut regarder sur chacun de nos utilisateurs. Donc là, l'idée, c'est encore une fois cette transversalité. Pareil, la priorisation, j'en parlais, vers quel système, vers quel connecteur il faut que je mette mes efforts. Là, clairement, au niveau des couleurs et des chiffres, on comprend que c'est dans Entra ID que le risque est le plus prégnant. L'exposition au risque, en termes d'exposition des credentials, des risques identitaires. Donc là, on vient fournir toujours un petit peu de manière croisée les mêmes données qu'on avait avant en termes de détection et de recommandation. Donc, je disais, on a des patterns de détection comme vos systèmes de DR, de NDR, de XDR, hein, si vous voulez, sont configurés. Ici, on fait la même chose, mais sur de l'identité pure. Et donc, quels sont, basés sur ces patterns de risque, les détections que je peux avoir et derrière, les recommandations que je peux vous proposer. Et enfin, un rapport de résumé qui va nous donner quelques grandes métriques, grands chiffres
en termes de risque ou d'exposition sur les données qu'on a pu voir sur les rapports précédents. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir. Vous voyez que c'est riche, hein. Il y a vraiment pas mal de choses en termes d'information. Et ça, c'est gratuit. Vous pouvez donc le réaliser pour vous-même. Vous pouvez le réaliser pour vos clients. Vous pouvez leur fournir, ils peuvent le faire en autonomie ou vous pouvez les assister dans cet assessment. Et donc sur 24-48 heures, ils auront ce type de rapport qui leur sera proposé pour mettre en exergue le risque identitaire. Dans le meilleur des cas, tout est nickel et vous avez au moins proposé un service intéressant à votre client. Dans le pire des cas, en tout cas pour le client, bah, il y a des choses qui ressortent, il y a des choses dangereuses et vous pouvez faire votre travail de service à valeur ajoutée justement pour proposer de la remédiation sur ces éléments. Et donc justement, bah, cette remédiation, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer derrière nous Beyond Trust sur ces éléments-là? Bah, la première chose, c'est qu'en fait, ISRA, la partie Risk Assessment, c'est juste un sous-ensemble finalement du produit qui s'appelle Identity Security Insight, qui possède, vous l'avez vu, tout un tas de connecteurs, qui possède beaucoup plus de dashboards, qui possède vraiment de la remédiation, de la détection beaucoup plus fine, avec beaucoup plus de données que ce que vous pouvez avoir simplement au niveau du rapport de risk assessment. Donc la première chose qui peut être intéressante, c'est de dire aux clients, bah voilà, vous les avez évalué cette solution sur 24-48 heures gratuitement. Sachez que si vous voulez en avoir une vision dans le temps, parce que les comptes changent, les environnements changent, les applications changent, donc c'est quelque chose qui est intéressant à voir dans le temps, bah on est capable d'implémenter ce produit-là sur la même plateforme, hein. Donc en fait, c'est juste un changement de licence. Globalement, on passe de gratuit à payant pour obtenir cette information-là. On peut aussi proposer cette notion de trou privilège. Le trou privilège, là, j'en ai mis un petit exemple sur ce slide. C'est la compréhension de se dire, pour moi, j'ai un utilisateur qui a certainement déjà des directs privilèges, hein, qui possède des privilèges. Ces privilèges-là, ben, on va pouvoir les tracer directement dans la chaîne. Et là, typiquement, quand on regarde, ça, c'est un vrai utilisateur, c'est un humain. Derrière, c'est que du non-humain. Derrière, ça, c'est dans Entra. En l'occurrence, on voit en plus une application, bon, la partie Privilege Management Beyond Trust ici, qui a besoin d'Entra pour s'authentifier, hein, qui est très lié en B2B. Mais on s'aperçoit que si mon utilise possède l'application, et là c'est le cas, c'est lui qui possède l'application, en usurpant ce compte-là, je vais pouvoir me déplacer de manière latérale en possédant justement certains privilèges dans Entra et in fine, je vais pouvoir obtenir des permissions sur Microsoft Graph. Microsoft Graph, c'est ce qui pilote l'ensemble des API au sein d'Entra, donc ça peut être problématique en tant que tel. Donc ça peut nous permettre voilà, de mettre vraiment en lumière, encore une fois, au travers de schémas du trou privilège pour montrer ce cheminement. J'ai pris un exemple très simple, hein, mais en général, on peut avoir des arborescences beaucoup plus complexes parce que justement, j'ai des comptes dans différents connecteurs. Et donc, le simple élément changeant, différenciant, hein, quand je passe de Risk Assessment à Identity Security Insight en full, c'est simplement qu'en général, je vais ajouter des connecteurs. Le fait d'ajouter des connecteurs, je vais ajouter de la donnée que je vais croiser et pour lesquelles je vais du coup avoir une information beaucoup plus fine et beaucoup plus pertinente. Deuxième élément aussi sur lequel on va pouvoir proposer du service et de la valeur aux différents clients, bah, c'est justement quand on visualise ces chemins-là, c'est de pouvoir y répondre, de dire bah voilà, il y a différentes choses pour lesquelles on peut faire des bonnes actions. Tout à l'heure, je parlais de la partie certificat, autorité de certificat qui était très souvent exploitée parce qu'il y a des permissions par défaut qui sont ouvertes et qui permettent à un assaillant, avec un simple compte utilisateur, hein, donc il peut avoir usurpé un compte totalement bénin, totalement lambda dans l'infra, mais in fine, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être capable de générer des certificats et donc il va être capable de s'authentifier sur d'autres outils du système sur lesquels il n'aurait pas eu forcément l'autorisation de le faire. Donc via les certificats, c'est dangereux, j'ai plus besoin du mot de passe finalement pour pouvoir passer des portes qui sont disponibles. Donc ça peut être dans la remédiation, hein, ça peut être bah, faire une bonne configuration de l'autorité de certification Microsoft. Ça peut être aussi le tiering. Le tiering Microsoft aujourd'hui, on le retrouve beaucoup, hein, il y a beaucoup de clients qui l'ont déjà implémenté ou qui sont en cours d'implémentation ou qui réfléchissent à l'implémenter. Ben ça peut aussi accentuer cette notion-là. Le tiering aujourd'hui, c'est une bonne pratique.
tiers 0, tiers 1, tiers 2, séparer les différents comptes en fonction des objets sur lesquels ils ont le droit de se connecter. Alors oui, moi, si je suis un utilisateur privilégié, un administrateur, eh ben, je vais peut-être avoir mon compte user, un compte T2, un compte T1, un compte T0, ça fait beaucoup, soit, mais n'empêche que s'il y a un de ces comptes-là qui est usurpé, bah, je vais avoir un confinement des accès qui vont pouvoir être faits. Donc le tiering, ça reste une bonne pratique aussi dans la mise en œuvre. Mais derrière, on peut avoir d'autres éléments. Le fait de dire, bah, j'ai tout un tas de comptes à privilèges, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas mis au coffre. Ils sont utilisables, les users les connaissent, les users les ont peut-être écrits sur un post-it, les users les ont peut-être enregistrés dans leur navigateur, et finalement, bah, le risque, il est là. Je peux perdre ou je peux me faire usurper des comptes à fort privilège et donc ouvrir des portes de manière, de manière simple finalement. Donc ça peut me permettre aussi de proposer une offre de coffre-fort, de dire bah ces comptes-là, ils n'ont pas à être connus des usagers, des utilisateurs. Ils doivent être sécurisés et surtout ils doivent avoir une hygiène, c'est-à-dire ils doivent subir de la rotation, ils doivent avoir de la complexité. On doit savoir quand ils sont utilisés. Donc notion de coffre-fort global. On peut aussi s'apercevoir qu'il y a des comptes externes qui sont utilisés, dont on a perdu globalement la main. On ne sait plus trop pourquoi ils ont accès à ça ou à ça. Donc être capable aussi de recentraliser un peu ces accès et de sécuriser aussi bien ces prestataires que ces internes, que ces administrateurs internes au travers d'une offre de bastion comme Privilege Remote Access ou comme Remote Support pour les équipes de helpdesk qui possèdent souvent des comptes à privilèges qu'on leur a donnés parce que ça fait partie de leur métier, mais in fine, comment sont utilisés et opérés ces comptes-là, ça reste aussi un grand flou artistique. Supprimer les permissions dormantes, ça c'est quelque chose qui semble évident, mais qui aujourd'hui est absolument pas fait dans les entreprises. Si je suis administrateur Entra ID, c'est certainement légitime, ça fait peut-être partie de mon métier. La vraie question c'est est-ce que dans ma journée de 8 heures de travail, est-ce que j'ai besoin d'être 8 heures par jour administrateur Entra? J'irai même plus loin. Est-ce que j'ai besoin d'être 24 heures par jour administrateur Entra? C'est-à-dire que si je suis administrateur Entra, j'ai peut-être besoin de me connecter à Entra et de faire des actions privilégiées sur un périmètre de 1 heure ou 2 heures par jour. Pourquoi? Pourquoi je devrais laisser des permissions dormantes, non utilisées, non nécessaires à un instant T, pour un usage qui est encore une fois non nécessaire. Donc, des produits comme Entitle vont nous permettre justement de gérer ce qu'on appelle le zero standing privilege. Je ne possède plus les privilèges, je dois en faire la requête, je dois le demander, je dois être approuvé. Quelqu'un doit m'approuver la demande d'une permission de Global Administrator Entra ID. Si c'est 15 minutes, personne n'approuve. Si c'est 2 heures, quelqu'un approuve parce que c'est pas quelque chose de légitime. Ou si c'est encore plus que ça, bien évidemment. Même chose, même usage, mais localement. Avec EPM. EPM, on enlève les privilèges administrateurs. Plus personne n'est administrateur de sa machine. On enlève les permissions dormantes. On sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, et je pense beaucoup aux développeurs aussi là-dedans. Les développeurs, on leur donne des droits d'admin local. Pourquoi? Parce qu'ils ont des applications qui en ont besoin. Est-ce qu'ils ont 100% de leurs applications qui en ont besoin? Bien évidemment que non. Ils ont peut-être 15%, 20% des applications qui en ont besoin, tout comme les IT. Pourquoi on leur donnerait des privilèges administrateurs 100% de leur temps quand ces privilèges ne sont nécessaires que pour 15% des applications? Donc, enlever ces permissions dormantes, c'est faire en sorte qu'elles ne soient utilisées qu'au bon moment, par la bonne personne et sur le bon outil. Et ça, on sait le faire aussi bien localement que dans le cloud avec des produits comme EPM et Entitle. C'est des vraies propositions de valeur qu'on peut apporter aux clients. Et ces propositions de valeur, bah, encore une fois, ISRA, ça nous aide à ça. Ça nous aide à montrer qu'il y a des lacunes, qu'il y a des choses à améliorer et qu'on peut y répondre. C'était mon dernier slide. Je suis pile poil dans les temps. Je vous rappelle encore une fois donc la partie replay. Toutes ces sessions sont enregistrées, donc toutes celles depuis 1 an et demi sont enregistrées. Vous pouvez les voir, les revoir sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez, ça traite de tous les produits, ça traite de sujets bien spécifiques parfois, de sujets de nouveautés d'autres fois ou des sujets un peu plus globaux encore d'autres fois. Pour l'instant, on va faire une pause pour l'été, hein, pas de session pendant le mois de juillet et d'août. On reviendra très certainement au mois de septembre avec de nouvelles sessions. Il faut que on mûrisse un peu aussi
les sujets qui peuvent vous intéresser. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus pour nous faire des propositions si jamais il y a des sujets qui vous intéressent. Vous êtes aussi les bienvenus pour transférer les liens d'inscription à vos collègues, à vos prospects, à vos partenaires, à vos clients, pour qu'ils puissent aussi s'inscrire sur ce Morning Tech et qu'ils puissent suivre ou en tout cas accéder aussi au replay sur ces différentes sessions. Je vous remercie à tous de votre présence encore une fois. Je vous donne rendez-vous après l'été. Je vous souhaite un très très bon été, de bonnes vacances pour ceux qui auront la chance de partir. Et puis, on se tient au courant sur l'ensemble des solutions Beyond Trust très bientôt. Bonne journée à tous, à très bientôt, au revoir.